Nicolas Spykman est un géopolitologue également, qui est né en 1983 et mort qui est né en 1893 et mort en 1983. C'est un journaliste et universitaire américain. Lui ne pensait pas à une paix durable à l'échelle mondiale. Et dans ses œuvres et articles, il a donc essayé de proposer quelques stratégies géopolitiques et en essayant, tout comme le prédécesseur Mahan, de montrer quels sont les points stratégiques qu'il faut contrôler afin d'être une puissance décisive dans le monde. Il va donc, dans le cadre de ses travaux, consacrer une grande partie de ses analyses au cas des études des États-Unis qui, selon lui, dépendent fortement de ce qu'il va appeler le Rimland de l'Europe et de l'Asie. Ça veut dire une ceinture. En réalité, le Rimland, c'est une ceinture stratégique que Nicolas Spykman va proposer aux États-Unis. Il va leur proposer cette ceinture stratégique afin que les États-Unis puissent contrôler également le monde. Mais à cette époque-là, le principal ennemi américain, c'était la Russie. Et le Rimland, donc, pour lui, correspond à certaines parties qui sont visibles dans le cadre sur la carte du monde. Comme vous voyez ici, vous voyez la partie en rouge, là, tout ce qui est rouge, qui passe tout autour de l'Europe et de l'Asie. C'est-à-dire que c'est une ceinture qui vient essayer de contenir l'Europe et l'Asie, qui vient essayer de soutenir l'Europe et l'Asie afin qu'ils ne puissent pas traverser au-delà de cette ceinture-là. Donc, le Rimland que Nicolas Spykman essayait de promouvoir correspond à l'Inner Crescent de Alfred Mackinder. C'est une région qu'on retrouve entre les côtes européennes, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Extrême-Orient, comme vous voyez là sur la carte. Pour lui, il s'agissait donc d'une zone qui est importante et qui, à l'instar de Mackinder, par exemple, pouvait constituer sa part de hardland, parce qu'il fallait contrôler ces pays qui avaient des côtes, qui avaient une côte maritime, ce qui servait d'entrée et de sortie du continent, et donc de point de départ également de certaines valeurs axiologiques qu'il fallait essayer de contenir dans ces espaces-là afin que tout ce qui pouvait se créer à l'intérieur ne puisse pas sortir au-delà de ce confin territorial. Mais en réalité, au fond, il s'agissait de contrôler une autre grande puissance. Vous savez qu'à ce moment-là, on avait l'Allemagne, mais aussi l'Union soviétique, qui étaient des puissances ambiantes, dynamiques, qui étaient des puissances qui avaient de forts désirs de croissance, et donc, ou alors d'excroissance même. Et donc, il fallait trouver une stratégie qui permettait de faire en sorte que ces États puissent être contrôlés. L'idée maîtresse de Spykman pendant la guerre était donc que les Alliés devaient bien contrôler le Rimland pour mieux contrôler l'avancée des puissances de l'Axe, notamment nazis dans le Heartland ou encore tenus par l'URSS, alors allié des États-Unis. Vous comprenez donc qu'il fallait contrôler ces deux puissances dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'intérêt de contrôler le Rimland, en fait, résidait dans le potentiel industriel et démographique considéré par Spykman comme le plus important, ou alors comme plus important que celui du Heartland, en offrant du potentiel de pouvoir avec la localisation terrestre et maritime de la région. Donc, en réalité, lorsque vous regardez la politique étrangère des États-Unis, vous comprendrez que, au fond, les États-Unis ont appliqué le Rimland pendant la guerre froide. Vous suivez, pendant la guerre froide, toute la partie que vous voyez là correspond également à une série d'accords qui avaient été pris entre les États-Unis et un certain nombre de puissances. Par exemple, l'OTAN. Vous voyez que le rouge va jusqu'au niveau de l'océan Atlantique Nord. L'OTAN a été signé entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et un certain nombre de puissances. Parce que la signature de l'adhésion à un pacte confère également l'acceptation, l'assentiment général d'une certaine valeur. Le pacte OTAN était donc un pacte à partir duquel il fallait respecter et promouvoir un certain nombre de valeurs, que celles-ci soient axiologiques strictement ou même stratégiques et d'ordre militaire. Ça faisait donc que les pays de l'OTAN devenaient donc liés par ce pacte-là qui les unissait et qui, en termes de guerre, leur donnait la possibilité de coaliser, leur donnait la possibilité de travailler ensemble et donc de bénéficier pour certaines puissances faibles ou moyennes et de bénéficier donc du parapluie des plus grands et des plus forts, mais aussi des plus décisifs, des puissances les plus décisives. Il s'agissait donc, à travers la formation de ce Rimland, cette ceinture-là,
de montrer et de contenir l'évolution, d'endiguer l'évolution du communisme au-delà de ses frontières. Vous voyez donc, en faisant ces Rimland-là, il commence par signer un contrat avec l'OTAN, qui va donc vous prendre des pays comme la Grande-Bretagne et la France. Ensuite, il y aura le pacte CENTO, qui vous prendra des pays comme l'Inde, le Pakistan et autres. Ensuite, il y aura le pacte ANZUS, qui va vous prendre des pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie et bien d'autres pays de cette zone-là. Ensuite, il y aura également d'autres pactes, l'OTAS, qui vous prendra les pays d'Asie du Sud-Est, le Japon. C'est pourquoi au Japon, vous verrez qu'on parle également anglais. Vous comprenez donc que Nicolas Spykman donnait une stratégie aux États-Unis pour pouvoir contenir l'évolution russe, pour pouvoir contenir l'évolution des valeurs promues par la Russie. Et à ce moment-là, il fallait promouvoir donc le capitalisme essentiellement et la démocratie qui était son corollaire. Or, la Russie, l'URSS à l'époque était dans un système tout à fait contraire, communiste comme vous entendez, c'est-à-dire que là-bas, il fallait donc plutôt garantir la toute-puissance de la monarchie, la toute-puissance de l'État afin que les décisions puissent être prises pour tout le monde, pour le bien de tout le monde. Donc, vous voyez que le Rimland a en fait inspiré la guerre froide, notamment l'endiguement pendant la guerre froide. Ça a été une inspiration qui est venue de la géopolitique et que les États-Unis ont su appliquer. Tout cela pour dire que d'autres pays écoutent leurs géostratèges, d'autres pays lisent leurs géostratèges. Aujourd'hui, c'est à cela que serve également la réflexion, à cela que peut servir également la réflexion. Penser pour le devenir d'une nation, penser pour la grandeur d'une nation, penser pour le changement dans une nation, penser pour le développement d'une nation. C'est à ça que peuvent servir également la géopolitique. Et vous voyez, depuis que nous avons commencé avec ces enseignements, que la plupart des auteurs s'inspirent de l'espace. C'est sur la base de la carte du monde qu'ils observent et prennent des décisions et formulent des propositions. Ils formulent des propositions à l'endroit des gouvernants qui sont maintenant appelés à lire et invités à appliquer. Ils sont appelés à lire et invités à appliquer les solutions qui leur sont proposées par la communauté des sages, des savants, des géopolitologues, ce que j'appelle la communauté stratégique, c'est-à-dire l'ensemble du personnel qui au quotidien pense et travaille sur les questions de sécurité et de stratégie dans le cadre du bien-être régional de la région. Donc, vous voyez que les géostratèges ont joué un rôle fondamental. Ils ont inspiré des leaders. Et ces leaders-là se sont appuyés dessus pour pouvoir eux-mêmes s'exprimer davantage sur la scène internationale. Donc, le Rimland, qui a été l'une des applications fortes de l'endiguement pendant la guerre froide, je pense, a pu avoir un certain succès. À côté de tous ces auteurs, nous avons également un autre auteur qui est très intéressant en termes de géopolitique, c'est Friedrich Ratzel. Ratzel, quant à lui, né en 1844, était un pharmacien, zoologiste, puis géographe allemand. Pour lui, il a été question de formuler la notion de Lebensraum, l'espace vital. Parce que oui, il considérait que l'espace est vital. Donc, l'espace vit, ça veut dire qu'il a besoin de s'aérer, il a besoin de grandir, il a besoin également de se développer. Friedrich Ratzel étudie la zoologie et en 1869 publie un commentaire de l'œuvre de Darwin. Il se penche ensuite longuement sur les théâtres de la migration des espèces. Ratzel s'intéresse surtout aux migrations humaines, aux empreintes culturelles et aux relations entre l'homme et les multiples facteurs de son environnement physique. Vous comprenez donc qu'avec Ratzel, il montre que l'État, qui est le principal acteur de la géopolitique, est comme un être vivant qui naît, grandit, atteint son plein développement, puis se dégrade et meurt. Bon, meurt, c'est pas trop espéré dans la géopolitique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour lui, l'espace naît, grandit et atteint son plein développement. Atteindre le plein développement ici, c'est donc à travers la maîtrise de l'espace. On ne l'atteint pas si on ne maîtrise pas l'espace. Et quand l'espace naît, atteint son plein développement ici, il faut donc passer par le processus de maîtrise et d'appropriation de l'espace par des communautés ou autres. L'État, pour vivre ou survivre, doit donc s'étendre et fortifier son territoire. Les successeurs de Ratzel ont proposé au régime nazi une approche cartographique du monde
où les grandes puissances se partagent la planète en fonction d'alliances et d'une hiérarchie raciale des peuples. Vous voyez que la géopolitique n'est pas loin de l'histoire. La géopolitique est autour de l'histoire et a inspiré les grands leaders dans les choix qu'ils ont faits, dans les choix stratégiques qu'ils ont eu à poser également. Donc, le Lebensraum a été créé par Friedrich Ratzel vers la fin du 19e siècle, puis développé par Karl Haushofer, qui lui aussi était un autre géopolitologue qui a influencé également la pensée et la politique étrangère allemande. Ratzel croyait que le développement d'un peuple est principalement influencé par la situation géographique et qu'un peuple s'étant adapté avec succès à un endroit envahirait naturellement un autre. Et donc, avec Ratzel, il fallait donc commencer d'abord par s'adapter et maîtriser un espace acquis. On ne peut pas conquérir un espace sans acquérir un autre. Il faut d'abord acquérir un espace pour conquérir d'autres espaces. Parce que l'acquisition de l'espace vous donne donc la capacité de vous mouvoir, la capacité de vous projeter et la capacité de vous projeter dans l'avenir, la capacité de penser en fait l'avenir ou le devenir de l'espace dans lequel vous vivez. Et donc, on ne peut pas également avoir à l'esprit de mobiliser ou alors d'acquérir un autre espace si l'espace contenu lui-même ne pose plus un problème. Donc, il faut d'abord être dans un espace particulier, le maîtriser, se sentir à l'étroit avant de penser à un agrandissement. Et donc, pour lui, il était important que l'espace puisse être quelque chose de fondamental parce que l'expansion est un dispositif normal pour lui. C'est une prédisposition à laquelle l'ensemble des États ou dans laquelle l'ensemble des États doivent pouvoir s'inscrire. À côté de lui, on a eu Karl Haushofer qui vous a été présenté tout à l'heure, qui est issu d'une famille d'artistes et d'universitaires. Lui, sa géopolitique a été influencée par les travaux de Friedrich Ratzel. D'ailleurs, il pense lui aussi proposer un certain nombre d'idées comme quoi l'autarcie économique d'une part et la colonisation impérialiste d'autre part peuvent être des éléments apparemment contradictoires mais utiles pour les géopolitologues en termes de projection ou autre. À côté de lui, on a également eu Rudolf Kielen, qui était politologue, ou bien certains disent politiste. Lui, il pensait donc que l'État dans sa totalité, comme il se manifeste, il pensait que l'État se manifeste dans sa totalité, comme dans la vie réelle. Et il pensait donc que la géopolitique conférait des attributs de puissance et que pour la comprendre, il fallait donc s'appuyer sur un certain nombre de disciplines. D'abord, la géographie, par le biais de la géopolitique. Pourquoi? Parce qu'elle analyse le rapport entre l'État et son territoire. Et donc, à partir de la géographie, la topopolitique, la morphopolitique sont des éléments qui vont être très fondamentaux pour le géopolitologue. Topopolitique, morphopolitique et physiopolitique. La topopolitique qui fera donc le rapport entre l'État et son territoire, la morphopolitique qui fera le rapport entre la position et le rapport entre la position géographique, entre la géographie et la position de l'État et l'État, la physiopolitique qui va donc s'intéresser aux caractéristiques du territoire, d'un certain territoire. Donc, tous ces éléments-là, en plus de la démographie, de l'économie, de la sociologie et de la politique, analysés ensemble, constituent donc les éléments fondamentaux ou alors la base d'analyse sur laquelle s'appuie le géopolitologue. Si on fait de la géopolitique, il faut donc avoir une notion un peu éparse et très poignante en ce qui concerne la géographie, en ce qui concerne la démographie, en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne la sociologie, en ce qui concerne la politique, parce que tout cela, c'est fondamental pour maîtriser un espace, parce que la maîtrise de l'espace, comme je vous ai dit dès le départ, n'est pas seulement matérielle. La maîtrise de l'espace est aussi immatérielle. Ce n'est pas parce qu'on veut maîtriser un espace qu'on doit s'en foutre de son contenu, de la démographie qui y est, parce que la monographie nous dit que le mode de vie est important. Quand vous voulez annexer, il faut connaître le mode de vie, être sûr que le mode de vie correspond vous-même à vos attentes. Donc, la question de la démographie, elle est fondamentale. La question de l'économie, c'est là qu'on fera un peu de géoéconomie. La géoéconomie dépend de la configuration spatiale. L'économie, en principe, dépend de la configuration spatiale.
Tout ce qu'on plante en zone montagneuse ne peut pas forcément être planté en zone marécageuse. Tout ce qu'on plante en zone sahélienne ne peut pas forcément être fait en zone forestière. Il faut connaître donc ces espaces pour savoir comment industrialiser et où industrialiser quel type de produit. C'est ça que l'économie, la géoéconomie va nous permettre donc de comprendre. La géoéconomie, la géographie de l'économie, elle impose donc la connaissance des configurations spatiales. Elle impose donc la connaissance de la configuration du terrain. Elle impose donc la conscience de la configuration des acteurs qui sont censés agir sur cette question. Ce n'est pas toutes les populations de l'extrême nord maîtrisent un certain type de culture que celles du nord-ouest ne peuvent pas forcément maîtriser. Il faut donc avoir le personnel nécessaire pour pouvoir accompagner une démarche géopolitique dans ce sens-là. La sociologie, le rapport entre l'État et la société. Quel est le type de société dans laquelle nous voulons appliquer un projet géopolitique? Est-ce une société ouverte qui sera facilement gouvernable? Est-ce une société fermée qui s'appuie sur des principes difficiles? Est-ce une société qui est ouverte au débat? Est-ce une société qui accepte les transitions démocratiques? Est-ce une société... Bref, il faut avoir et disposer de toutes ces qualités qui vous permettent de mieux décider et de mieux comprendre. La politique, la cratopolitique, la question du pouvoir, il faut la comprendre. Quelle est l'étendue du pouvoir de cet État que je veux annexer? Et l'étendue de ce pouvoir peut s'étendre au-delà de ses confins territoriaux en termes de réseau. Il faut donc disposer de la capacité nécessaire qui vous permette de le comprendre, de l'analyser et surtout d'y apporter des réponses claires et précises. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on veut donc développer une stratégie géopolitique. Il faut prendre en compte tous ces espaces-là. Lorsque vous voulez annexer un autre pays, lorsque vous voulez annexer un autre cartel, lorsque vous voulez annexer une autre puissance ou un autre groupement, il faut disposer des éléments et des atouts qui vous permettent d'être sûr que vous comprenez leur modus operandi, que vous comprenez leur mode opératoire, que vous comprenez leur mécanique opérationnelle. Et donc, pour lui, les États, comme nous les suivons dans l'histoire et comme nous avons réellement agi à l'intérieur d'eux, sont des êtres sensibles et raisonnables comme les hommes. Donc, l'État pense, l'État réfléchit, l'État cherche son intérêt. L'intérêt de l'État, c'est d'acquérir davantage d'espace. L'intérêt de l'État, c'est de s'exprimer géographiquement. L'intérêt de l'État, c'est de se sentir libre, c'est de se sentir libre et libre comme le vent, libre et capable de marcher, capable de se mouvoir à volonté. Pour lui, l'État doit être perçu sur deux angles. D'abord, sous un plan interne, en termes d'organisation juridique et sociale, et ensuite sur un plan extérieur en termes de puissance étrangère, tâtonnante et faillible dans l'histoire. Donc, il estime que l'État, c'est deux choses. C'est d'abord son organisation interne, mais c'est aussi le regard porté sur l'extérieur. C'est aussi la qualité de sa politique étrangère. Un État doit pouvoir être capable de répondre dans ces deux dimensions-là. Un État doit être capable d'apporter des solutions dans ce sens-là, afin que les questions géopolitiques ou géostratégiques puissent être davantage traitées avec la plus grande efficacité. Donc, vous comprenez que lorsqu'on parle de la géopolitique, vraiment tout est dans l'espace, tout est dans la connaissance de l'espace et tout est dans ce que nous en faisons. Il faut faire la géopolitique pour comprendre que l'espace est le pilier, le fondement de la fabrique d'une puissance. Mais il faut aussi faire de la géopolitique pour comprendre que nous devons absolument définir notre échelle de puissance. Tout ce que nous disons peut-il nous permettre d'atteindre cet objectif? Partout où nous formulons des vœux, sommes-nous capables de toujours penser à ces aspects stratégiques? Parce que c'est important. Et je vous disais, la géopolitique que nous connaissons, il y a donc eu la géopolitique continentaliste et maritimiste. Mais il y a également une autre géopolitique qui peut être considérée en fait comme celle du plus faible de l'époque au regard de la qualité des puissances qui existaient déjà. L'école française de géopolitique, c'est l'une des premières parce qu'elle évoque ou alors parce qu'elle fait découvrir la géopolitique, la géographie de manière universelle. Elle se développe à partir de la conception allemande de la géopolitique. Vous voyez, la France se voyait toute petite puissance à côté d'un colosse allemand qui s'agite.
toute la géopolitique française reposait donc sur l'idée de répondre à la question de sa sécurité face à cette grosse puissance, face à ce gros calibre. Et donc, il fallait qu'elle puisse également trouver des moyens pour pouvoir s'en sortir. Toute géopolitique, en effet, est liée à un événement ou à un sentiment. Si vous avez l'impression d'être trop faible face à un ennemi, alors vous pouvez vous insérer dans la géopolitique pour savoir comment est-ce que vous pouvez contourner l'ennemi qui vous donne l'impression ou alors qui vous rend faible. Comment est-ce que nous pouvons contourner l'ennemi pour pouvoir dire, ou alors pour pouvoir fabriquer nous-mêmes un modèle de puissance plus fort. On vous montre par exemple que Mahan, sa géopolitique a été influencée par la fascination qu'il avait de la puissance navale britannique. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il regarde la Grande-Bretagne pour pouvoir poser, pour pouvoir penser un modèle géopolitique, une théorie géopolitique. On vous dit que Mackinder, c'est son inquiétude face à la montée en puissance de la Russie, par exemple, qui va donc le pousser également à élaborer ces théories de géopolitique. On vous dit que Haushofer, lui, il était frustré par la défaite allemande pendant la Première Guerre. Il était frustré par la Première Guerre allemande. C'est pour ça que Haushofer va donc essayer de nous faire également quelques propositions en matière de géopolitique. La France elle-même développe sa géopolitique à partir du traumatisme qui lui est infligé par l'Allemagne lorsque c'était au cours de je pense bien, de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que la France est traumatisée par ses nombreuses défaites ou victoires illusoires. De 1871 à 1945, par exemple, la politique française va donc se résumer en une question. Comment faire face au colosse allemand lorsque nous disposons de capacités démographiques, économiques et militaires moins inférieures? Vous voyez donc qu'il existe un ouvrage qu'on appelle la géopolitique des nuls. Tout le monde, quelle que soit sa configuration spatiale, quel que soit son niveau de représentativité à l'échelle mondiale, quelle que soit sa capacité de nuisance, tout le monde a une géopolitique. Ou alors tout le monde peut avoir une géopolitique. Il est juste demandé de penser et surtout de se donner les moyens de penser la question de la géopolitique. Comment faire pour devenir une puissance? Voilà la sempiternelle question que va se poser la France dans l'élaboration de sa puissance. Première des choses, il faut donc s'accrocher vers celui qui paraît être le dominant, vers celui qui paraît être l'hégémon de cette époque, et c'est la Grande-Bretagne. Accrocher ou retenir la Grande-Bretagne qui regarde vers le large. Vous voyez qu'accrocher ou regarder la Grande-Bretagne qui regarde vers le large, c'est ça l'un des éléments fondamentaux de la puissance de la géopolitique française. Le deuxième élément était de disposer des alliés de revers. Vous voyez que la France est toujours dans la quête du réseau, dans la quête de l'alliance, dans la quête du réseau, dans la quête de l'alliance. Et le troisième élément, c'est affaiblir l'Allemagne le plus possible. On va donc l'affaiblir en mobilisant les autres acteurs. On va l'affaiblir en mobilisant les postes internationaux. On va affaiblir l'Allemagne en faisant un certain nombre de choses qui vont faire en sorte que l'Allemagne puisse être troublée dans son processus de développement de la puissance. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, Messieurs, ça va se couper dans quelques minutes, mais on va revenir donc pour commencer la géopolitique comme méthode. J'espère que ça peut aller jusque-là. Il nous reste peut-être 20 secondes ou 10 secondes, et puis on va reprendre à zéro. On va reprendre là où nous sommes en ce moment.